Alors, du coup, là je fais une vidéo pour redire un peu ce qu'on a fait au workshop lundi sur le reverse Linux. Parce que comme ça, si ça peut servir à du monde, ça peut être cool. Et puis même quand on fera d'autres reverse plus tard, ou même quand on fera du pawn, et que vous aurez, si vous avez oublié ce qu'on a fait, bah comme ça vous pourrez re-regarder la vidéo. Donc les seuls prérequis pour celui-là, c'est de savoir globalement comment fonctionne un processeur, et de savoir les instructions de base en x86. Sur le Notion Acute, il y a un papier sur l'introduction au reverse où j'explique tout ça, donc si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, allez lire le papier sur le Notion, il y en a pour 5-10 minutes, et puis comme ça vous pourrez suivre ce workshop-là directement. Du coup, là, ce dont je vais vous parler, c'est du reverse de binaire pour Linux. Il y a certains trucs que je vais dire qui sont valables également pour du Windows, mais là, comme les exercices sont sur du Linux x86, je vais vraiment m'orienter sur du Linux x86. Du coup, je vais commencer par présenter un peu ce que c'est que le format ELF. Ensuite, on reverra un tout petit peu, pour être bien d'accord de ce dont on parle, le x86 et les différents registres. Et ensuite, on verra la calling convention qui est indispensable quand on commence à faire du reverse. Une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir s'attaquer à l'analyse statique. Il y aura un exo qui est pour se familiariser avec l'analyse statique, de l'analyse dynamique, pareil, un exo avec. Et à la fin, je finirai avec les protections qu'on peut appliquer et pour aller plus loin, plein d'autres trucs qu'on pourrait voir en workshop ou même si vous voulez voir de votre côté. Donc le premier truc, c'est le format ELF. ELF, c'est le format de binaire exécutable pour Linux. Donc dès qu'on veut faire exécuter un programme par le processeur sur un Linux, il faut que ce soit un format ELF. Le format ELF, c'est basiquement juste un fichier qui est formaté voilà, au format ELF et dans lequel on va retrouver pas mal de choses. Donc parmi les parties intéressantes, on va trouver au tout début, on va retrouver le header avec plein de choses. Donc dedans, on va retrouver pour quelle architecture ça a été compilé, si c'est en 32 ou en 64 bits et plein d'autres trucs. Et notamment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'entry point. L'entry point, c'est un pointeur de fonction qui va pointer vers là où le processeur doit commencer quand il démarre. Donc la plupart du temps, ça va pointer vers une fonction qui permet d'initialiser le processeur et de lancer le main. Si on a codé notre programme en C, ça va nous lancer le main. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça ressemble. Ensuite, on va retrouver la programme header table, et dans cette partie-là, c'est là que va être décrit à quoi va ressembler le programme en mémoire. Donc on va retrouver où est-ce que va être mappé le code en mémoire, où est-ce que va être mappé les variables en mémoire. De temps en temps, on a même là où va être mappé la stack. Donc on retrouve pas mal de trucs là-dedans. Ensuite, il y a le code, bien sûr, et à la toute fin, il y a ce qu'on appelle les symboles. Les symboles, ça va être les noms des fonctions et les noms des variables globales. Donc ça, c'est hyper pratique quand on fait du reverse. Si le programme a encore ces symboles, ça facilite le reverse parce qu'on a déjà le nom des fonctions et de certaines variables. À savoir que quand on fait une compilation par défaut, on garde les symboles. Par contre, ils sont pas indispensables, ce qui fait que on a possibilité d'enlever ces symboles-là. On appelle ça stripper le binaire. Et donc, ça veut dire que il y aura plus les symboles. Donc, à l'exécution, ça change rien. Par contre, quand on va faire du reverse, eh ben, il n'y aura plus les noms de fonctions. Ça va être à nous de trouver à quoi sert cette fonction.
Et donc là j'ai un petit exemple, donc j'ai un binaire tout petit. C'est un binaire que j'ai compilé, que j'ai écrit en assembleur et que j'ai compilé comme ça. Et du coup, il n'utilise pas du tout de librairie externe. Et on peut voir au tout début, là on a le header, et on voit l'entry point qui est ici. Et l'entry point, donc c'est un pointeur de fonction, et si on double-clique dessus, ça nous permet d'arriver directement au début de notre programme. Ça, c'est le programme que j'ai écrit en assembleur, et du coup, l'entry point, c'est directement le début du programme que j'ai écrit. Donc si on revient dans le header, juste après tout ça, on va retrouver ici la programme header table, qui décrit, comme je le disais, les différentes parties du binaire une fois qu'il est chargé en mémoire. Et donc là, on va retrouver ici à quelle adresse va être mappé le code une fois que c'est lancé. On va retrouver ici à quelle adresse va être mappé les, les variables. Bon, on retrouve plein de trucs. Là, on retrouve des trucs liés à la stack. Voilà. Donc ensuite, on a tout le code. Donc là, comme c'est un truc que j'ai écrit en assembleur, il est vraiment tout petit. Et à la toute fin, on va retrouver les symboles. Donc là, les symboles, ils sont ici. Et donc on va retrouver le nom de tout ce dont j'ai utilisé, toutes mes fonctions. Donc j'avais une fonction write, donc là on la retrouve bien ici. Et si on déroule, on a moyen de retrouver à quelle adresse elle va être. Donc là, ça va être à cette adresse-là. Pareil, la fonction exit, la fonction start. Et comme je le disais, quand on strip le binaire, on va juste virer ce tableau-là, et du coup, bah, on saura plus comment s'appellent les fonctions. Du coup, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va pouvoir aller regarder un peu comment ça fonctionne en x86. Du coup, pour rappel, en x86, donc je rappelle, x86 c'est l'architecture des processeurs qu'on a majoritairement dans nos PC. Actuellement, il y a les Mac M1 qui sont pas en x86 et je crois qu'il y a des Chrome OS, des Chromebooks qui sont aussi qui sont pas en x86, mais la majorité des PC sont en x86. Donc c'est quand même plus intéressant d'étudier ce qu'on a vraiment dans notre PC, ça nous permet de jouer avec. En x86, il y a deux versions, il y a la version 32 bits et la version 64 bits. Donc nous, nos PC, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils sont tous passés en 64 bits, mais ça peut arriver qu'on tombe quand même sur des binaires qui sont compilés pour 32 bits, parce que nos ordis sont rétro-compatibles, donc un ordi 64 bits peut exécuter des binaires 32 bits. Ça c'est faisable. Et donc les registres du processeur vont pas avoir le même nom en fonction de si on est en 32 ou en 64. Si on est en 32, la liste des registres principaux, je l'ai mise ici. Donc on va avoir EAX, EBX, ECX, EDX, qui sont les 4 registres d'usage général, qui permettent de manipuler des données, et donc qu'on utilise très régulièrement. Et ensuite, les deux qui sont spéciaux, ça va être ESP et EBP. Donc ESP qui pointe vers le bas de la stack, et EBP qui pointe vers le début de la stack frame courante. Donc tout ça, je le détaille un peu mieux dans l'intro au Pawn, donc je vous invite à aller voir ça, si vous n'êtes pas à l'aise dessus. Et donc tous ces registres-là, on a l'équivalent en 64 bits, donc on remplace le E par un R, donc on les a tous ici, et ça c'est les registres en 64 bits. A savoir que quand on est en 64 bits, on peut quand même utiliser ces registres-là. Quand on est dans un programme 64 bits et qui veut utiliser EAX par exemple, c'est juste qu'il va manipuler que les 32 premiers bits de tout le registre. De la même manière, on peut aussi utiliser que les 16 premiers bits de tout mon registre RRX. Et pour utiliser les 16 premiers bits, on utilise juste AX. Et donc ça fonctionne sur tous les registres. Ok, donc ça c'était un rappel pour être sûr de quoi on parle. Maintenant, on va regarder un peu ce que c'est que la calling convention. Parce que du coup,
que les fonctions en assembleur, ça fonctionne juste avec le mot-clé call. Le mot-clé call, il permet de sauter dans une fonction, par contre, il définit pas la manière dont les arguments sont passés à cette fonction. Et du coup, la manière de passer les arguments, on appelle ça la calling convention. La calling convention, c'est un peu plus large que ça, mais pour aujourd'hui, on n'aura besoin que de ça. Et elle est différente en fonction de si on est en 32 bits ou si on est en 64 bits. Si on est en 32 bits, les arguments d'une fonction, ils vont tous être passés sur la stack. Donc concrètement, au moment d'appeler la fonction, le premier argument va être tout en bas de la stack, donc à l'emplacement qui est pointé par ESP. Le deuxième argument, il va se retrouver juste après sur la stack, donc à ESP plus 4. Le troisième argument, pareil, il est encore après, donc à ESP plus 8. À savoir que ça c'est valable si nos arguments sont tous des int. Si par exemple l'argument 1 était un caractère unique, donc un caractère ça prend un octet en mémoire, donc le deuxième argument aurait été à ESP plus 1. Et là où ça diffère, c'est que en 64 bits, les arguments ils sont passés en registre. Donc le premier argument, il va être stocké dans RDI, le deuxième il est stocké dans RSI, le troisième dans RDX, et ainsi de suite. Alors si vous avez besoin de reverse une fonction qui a plus de 3 arguments, eh ben, je vous invite à aller sur internet, ça se retrouve très facilement, on met calling convention 64 bits, et on tombe facilement dessus. Donc j'ai mis des exemples pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Là j'ai un programme qui appelle la fonction check. Donc là on voit on a un call sur check. Et on va regarder quels sont les arguments qui sont passés à cette fonction. Donc le premier argument il est stocké dans RDI. Donc là si on regarde juste avant le call, RDI il a été défini ici et on lui a mis dedans EAX. Donc on va aller regarder EAX, où est-ce qu'il a été défini. EAX, si on remonte, il a été défini ici, et il prend la valeur de RBP plus une donnée, et donc ça, c'est moi qui l'ai renommé, ça correspond à la variable passWD. Donc on verra juste après comment on fait pour renommer des variables pour que le code soit plus lisible, parce que là c'est quand même assez lisible, et on peut facilement voir quels sont les paramètres de check. Et ensuite, le deuxième argument, il est placé dans RSI, donc là on peut regarder RSI, dedans on met RDX. RDX a été défini ici, il correspond à RBP plus une autre valeur qui correspond à la variable userInput. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on fait un call à la fonction check avec comme paramètres passWD et userInput. Et ensuite, en 32 bits, donc là, j'ai remis comment ça fonctionne en 32 bits, c'est sur la stack. Donc ça veut dire que le premier argument qui est passé à la fonction, c'est le dernier à avoir été pushé sur la stack. Donc si on regarde, le dernier truc à avoir été mis sur la stack, c'est EAX. À cet endroit-là, on a un push EAX. Donc on peut aller regarder où est-ce que EAX a été défini. Il a été défini ici, à EBP-0xc, et donc ça correspond à la variable buffer. Donc le premier argument de mon strcopy, ça va être le buffer. Et ensuite, le deuxième argument, c'est l'avant-dernier à avoir été mis sur la stack, donc ça correspond à cette instruction-là. Et donc là, EAX, il a été défini ici, et il prend la valeur pointée par EAX. Donc ça veut dire que précédemment, EAX c'était un pointeur. Ce pointeur-là, on l'avait incrémenté de 0x28, et ce pointeur-là, il correspond à la variable param2. Donc ça, typiquement, ça ressemble à un tableau de pointeurs, parce que du coup, on récupère la base de notre tableau de pointeurs, donc param2, on incrémente EAX, donc on récupère un index parmi notre tableau, et comme c'est un tableau de pointeurs, et ben on récupère la valeur qui est pointée par notre pointeur. A savoir que là, on est en 32 bits, donc les pointeurs, ils sont stockés sur 4 octets,
Donc pour avoir l'index dans notre tableau, il faut diviser 0x28 par 4. Donc 0x28 divisé par 4, ça donne 0xa, ou alors 10 en décimale. Donc là, on a notre string copy, avec en premier argument buffer, et en deuxième argument, param2 à l'index 10. Alors, et pour être sûr d'avoir bien compris, là j'ai mis un petit exemple. Donc on a un code, donc on a une fonction main qui appelle la fonction foo avec un paramètre. Et là, on va se placer là où on a la flèche. Donc là où on a la flèche, si on regarde la vue de la stack, donc là j'ai repris le schéma qu'on avait vu dans l'intro au pawn. Donc à ce moment-là, on a dans la stack frame du main, donc ça n'a pas bougé par rapport à l'intro au pawn qu'on avait fait. Et ensuite, on a la stack frame de foo, et on peut retrouver tout au début de la stack frame le paramètre qui a été passé à cette fonction-là. Et donc le paramètre, il se retrouve juste avant le save de IP et le save de BP. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir aller parler un peu de l'analyse statique. Parce que tout ça, c'est drôle de s'amuser à regarder de l'assembleur, mais comme on a vu, ça peut être automatisable assez facilement. Donc, il y a des programmes qui existent, parce que là, jusqu'à présent, on a regardé de l'assembleur, donc on a regardé ce que nous donne un désassembleur. Donc les deux désassembleurs les plus connus, ça va être Radar2 ou Miasm. Donc ça, c'est intéressant de savoir faire du reverse sur de l'assembleur, parce que quand on va pas avoir d'interface graphique, ça va être pratique de savoir utiliser ça. Typiquement, sur les serveurs de RootMe, Radar2 est quasiment tout le temps présent, donc si vous voulez faire du reverse rapide sans interface graphique, Radar2 ça marche bien. Mais il existe aussi des programmes qui permettent de transformer ce code assembleur en un pseudo-code C pour que ce soit plus facile à lire. Donc on appelle ça des décompilateurs, et les deux plus connus ça va être Ghidra ou IDA. IDA qui est un logiciel payant, on trouve des cracks très facilement sur internet. Et il y a Ghidra qui est un logiciel open source développé par la NSA. Et chacun va avoir ses préférences sur les deux. Donc typiquement en CTF, on veut utiliser celui qu'on préfère. Mais par contre, quand on va avoir besoin d'analyser des gros binaires, bah là souvent on va travailler avec les deux en parallèle parce que Ghidra a des points forts que IDA ne sait pas faire et inversement. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais vous présenter Ghidra parce que comme c'est open source, c'est quand même celui qui est le plus simple à installer et à prendre en main. Et d'ailleurs, on voit bien que là, on a un code assembleur qui peut paraître moche quand on n'a pas l'habitude. Et au final, quand on a le pseudocode C fourni par Ghidra, c'est quand même beaucoup plus simple à savoir ce qui se passe. Du coup, là, je vais vous montrer un peu comment on utilise Ghidra. Donc on va créer un nouveau projet. Donc là, on n'a pas besoin que ce soit un projet partagé. On le met où on veut et on l'appelle comme on veut. Bon, moi, je vais l'appeler workshop 2 parce que j'ai déjà un projet workshop. Ensuite, j'importe le fichier que je veux analyser. Donc moi, je vais analyser, là dans mes downloads, je dois avoir un crackme3. Ah, crackme3, ok. Ok, et on double-clique dessus pour pouvoir le lancer. Il nous demande s'il doit faire l'analyse. Donc là, lors de la phase d'analyse, c'est là qu'il va convertir l'assembleur en un pseudocode C. Alors, par défaut, je crois qu'il n'y a pas la fenêtre des fonctions. Du coup, je vais vous montrer. Pour récupérer la liste des fonctions, on va dans Windows et Fonctions. Et donc là, on a la liste de toutes les fonctions que Ghidra a réussi à trouver dans notre binaire. Et on voit qu'il y a certaines fonctions dont il n'a pas réussi à trouver le nom. Et donc ça, typiquement, ça ressemble à un binaire qui a été strippé. Parce que sinon, s'il n'avait pas été strippé, on aurait le nom des fonctions.
Du coup, pour pouvoir reverse un binaire comme ça, il va falloir essayer de retrouver où est-ce qu'est le main. Et pour ça, c'est assez simple. On va sur l'entry point, et le main se trouve en premier argument de l'ellipse start main. Donc là, le premier argument, c'est ici. Donc là, ça, c'est notre main. Donc si je double-clique dessus, je tombe dessus, et c'est le main. Comme on sait que c'est le main, on peut le renommer main. Et là, en l'occurrence, c'est un programme qui a été écrit en C, et du coup, je sais déjà quels sont les paramètres passés à main. Si vous avez l'habitude de coder en C, ou même si vous n'avez pas l'habitude, les deux arguments qui sont passés à la fonction main, c'est argc, et en deuxième, c'est argv. Donc je les renomme argv. Comme ça, c'est plus facile dans le code. Et argv, on voit que Ghidra, il n'a pas réussi à trouver le type tout seul. Du coup, comme nous, on connaît le type de argv, on peut le forcer, on peut lui dire quel est le type. Et donc là, en l'occurrence, dans un programme C, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc un char étoile étoile. Hop. Ok, du coup là, ça va être un peu plus simple à reverse. Donc si on regarde ce qui se passe, la première chose, c'est qu'il vérifie si le nombre d'arguments passés au programme est inférieur à 2. Si c'est le cas, il nous dit qu'il n'est pas content et qu'il fallait lui donner un fichier, et il exit. Donc on sait qu'il faut lui donner un argument, et même on nous précise que là c'est un fichier qu'il faut donner. Si on lui a donné un argument, il va essayer de l'ouvrir, donc il fera fopen avec le premier argument. S'il n'a pas réussi à l'ouvrir, il nous dit qu'il n'est pas content, et il part. Donc là on sait que ça va être le file descriptor de notre fichier, donc on peut le renommer file fd. Hop. Ensuite, on fait un fseek 02, donc ça, je vous invite à aller voir dans la doc ce que ça fait. Mais du coup, c'est juste qu'on va se placer à la fin du fichier, et ensuite on fait un ftel. Ftel, ça va nous donner le nombre d'octets depuis le début du fichier. Donc comme on s'est mis à la fin, le nombre d'octets depuis le début du fichier, c'est le nombre d'octets total qu'il y a dans le fichier. Donc là, lvar3, c'est la taille de notre fichier. Donc pareil, on peut le renommer file len. Et ensuite, on refait un fseek, mais cette fois-ci en 00, et donc là, ça veut dire qu'on repart au début du fichier. Ensuite, on fait un petit check, et on vérifie la taille de notre fichier. Si la taille, elle n'est pas égale à ça, eh ben, il n'est pas content, et on part. Donc là, on a déjà une information, on sait que le fichier qu'on lui donne, il doit être de cette taille-là. Donc si on continue maintenant, on se retrouve dans une boucle, et là si on regarde un peu, on a une variable qui est initialisée avant la boucle, et qui est incrémentée à chaque tour de boucle. Donc ça typiquement c'est un compteur. Moi par habitude, les compteurs je les appelle i, parce que comme ça prend moins de place, et quand je vois i, je sais que c'est un compteur. Donc la première chose qui est faite dans cette boucle-là, c'est qu'on vérifie si i est supérieur à une valeur. Si c'est le cas, on nous dit qu'on a gagné. Donc on a déjà compris l'objectif de notre programme. L'objectif, c'est de ne pas se faire expulser de la boucle. Et donc si on regarde la seule manière de se faire expulser de la boucle, elle va être ici. Si on valide pas ce check-là, on a un break, donc on se fait expulser de la boucle. Donc ça veut dire qu'il faut que ce check-là, il soit bon à chaque fois. Donc si on regarde, on a tout un calcul compliqué qui doit être égal à un tableau, et dans ce tableau, on va chercher l'index i. Donc là c'est pratique, on va parcourir les index de ce tableau les uns après les autres. Donc ça pareil, on pourrait le renommer, mais bon là on va pas avoir besoin parce que le programme n'est pas très gros. Et donc maintenant, on va regarder un peu le calcul compliqué de tout ce qu'il fait. Donc d'abord, on prend cette variable-là, et cette variable-là, c'est getC de notre fichier. Donc là, c'est typiquement, on récupère un octet de notre fichier, donc pareil, on peut le renommer octet from file, et donc ça, on sait que c'est nous qui contrôlons le fichier, donc
on contrôle cette variable-là. Ensuite, l'autre chose, ça va être cette variable-là qui est récupérée depuis rand. Donc là, pareil, on sait que c'est une rand value ou rand number. Et donc là, on peut regarder un peu plus ce qui se passe. On a notre octet, on le XOR avec notre nombre random et on ajoute notre nombre random. Donc là, on se rend compte que si on arrive à trouver quelle est la valeur de nombre random, on peut calculer toutes les entrées qu'il nous faut pour valider le check à chaque fois. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir savoir prédire quelles sont les sorties de rand. Parce que du coup, rand, ça nous donne un nombre aléatoire qui est généré par un générateur pseudo-aléatoire, sauf que ce générateur pseudo-aléatoire, il a besoin d'être initialisé quelque part. Sauf que là, dans le programme, il n'a pas été initialisé. Et quand un nombre aléatoire n'est pas initialisé, et bah, la libc, elle s'occupe de l'initialiser toute seule, et par défaut, elle l'initialise avec 1. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va lancer le programme, on va à chaque fois avoir les mêmes nombres aléatoires qui nous sont donnés. Donc, on peut prédire tous les nombres qui vont sortir. Donc, on peut calculer tous les octets qu'il nous faut pour valider tous les checks. Alors pour ça, j'ai réimplémenté le calcul pour pouvoir trouver tous les octets, et je vais vous montrer ça. Alors, quand je fais du reverse, moi souvent j'utilise Python parce que c'est ce qui est le plus simple à scripter. Sauf que ici, ça va pas être possible d'utiliser Python parce que le générateur pseudo-aléatoire dans Python et en C n'est pas le même. Du coup, on va être obligé d'utiliser le C. Donc là, hop, je vous ai déjà fait le truc. Donc là, j'ai un exploit.c. Si on regarde ce qu'il y a dedans, on ouvre crackme. Donc crackme, c'est le binaire qu'on est en train de reverse. On ouvre notre fichier de sortie. Dans le crackme, on se place à l'endroit de notre tableau, donc à l'endroit de ce tableau-là. Je vais vous montrer juste après comment on peut trouver où est-ce qu'est ce tableau-là dans le binaire. Et ensuite, on fait une boucle sur tous les éléments de notre tableau. On lit l'entrée du tableau, on récupère le nombre aléatoire, on fait le calcul, et on écrit la sortie dans notre fichier de sortie. Et donc là, si on exécute ce programme-là, hop, il va nous créer un nouveau fichier, et si on regarde ce que c'est que ce fichier, et bah magie, c'est un PNG. Donc là, je ne vais pas pouvoir l'afficher parce que c'est sur mon serveur, mais donc si on ouvre cette image-là, on récupère le flag. Ça, c'était typiquement un truc tiré d'un CTF. Et du coup, pour savoir l'index, là, où est-ce qu'il faut se placer dans le fichier pour retrouver notre tableau, moi souvent ce que j'utilise, c'est Python. Donc en Python, on peut ouvrir le fichier. Donc on fait un data égale à open de crackme3. On l'ouvre en read byte et on récupère tout le contenu. Hop. Et ensuite, on va aller récupérer le tableau, et du coup, on fait juste un data.find, et nous, on va aller chercher 2A, C7, EC, et donc là, tout de suite, Python, il nous donne à quel index se trouve ce tableau-là. Donc là, 12 392, c'est ce que j'ai dû mettre dans mon code. Voilà, 12 392. Ok, donc ça, c'est un exemple de comment on fait pour reverse un binaire. Et donc là, en plus, comme c'était un truc de CTF, comment est-ce qu'on fait pour récupérer le flag? Du coup, maintenant, j'ai fait un exo, donc vous pouvez faire un git clone du repo, et dans le dossier statique, il y a un exo qui s'appelle exercice 1,
qui permet de s'entraîner, ou pareil, l'objectif c'est de récupérer le flag. Alors c'est juste un truc avant que vous vous lanciez dedans, c'est un exo que j'ai récupéré d'un CTF, et du coup, quand vous le lancez, il va vous afficher tout de suite un flag. Mais c'est pas le bon. C'est un flag qui était pour l'exercice précédent, et du coup, le flag est pas bon. Euh, mais du coup, voilà, donc l'objectif est de trouver le flag. Donc vous verrez, à un moment, il y a un check. Si vous donnez le bon input, il vous donnera le flag. Du coup, je vous invite à faire pause si vous voulez essayer par vous-même. Sinon, eh ben, je vais présenter la solution. Donc là, je vais charger le binaire. Donc je dois avoir quelque part exercice en reverse. Oui, vas-y, exercice reverse, statique, exercice 1. Bah, j'avais déjà un exploit qui est écrit. Ok. Du coup, donc là on va commencer à reverse notre binaire. Et là en plus, j'ai été sympa, je vous ai laissé les symboles, donc on a directement la fonction main. La fonction main, si on regarde, il se passe plein de choses, et il y a plein de trucs que Ghidra il n'a pas réussi à trouver. Donc typiquement, là, on a un put d'un truc que Ghidra il n'a pas réussi à voir que c'était une chaîne de caractères. Donc on peut lui dire, on peut le forcer et lui dire que c'est une chaîne de caractères. Pour ça, on fait un clic droit, data, c'est string. Ok, donc on peut faire pareil sur toutes les chaînes de caractères. Bon. Ça c'est pour avoir un code un peu plus lisible. Alors comme je vous disais, là, ça c'est le flag qui était à l'étape d'avant dans le CTF. Donc c'est pas celui-là qu'il faut trouver, sinon ce sera un peu simple. Donc si on regarde, là, on a un fget depuis stdin, donc ça typiquement, il va récupérer quelque chose depuis l'utilisateur, donc on peut renommer cette variable-là user input. Notre user input, il est donné à la fonction Tanton, et la sortie de cette fonction-là est vérifiée, et si on a le bon nombre, on nous dit qu'on a gagné. Donc l'objectif, ça va être d'avoir la bonne sortie de notre fonction. Donc on peut aller regarder ce que fait cette fonction. Cette fonction-là, elle initialise tout un tableau, et à la toute fin, elle va faire plein de checks. Donc là, pareil, on peut rendre le code un peu plus joli. Là, on a un for, et du coup, moi, par habitude, le compteur, je l'appelle i. Et donc là, si on regarde, param 1, il n'a pas réussi à comprendre quel était le type de param 1. Il pense que c'est un long, alors que nous, on sait que c'est une chaîne de caractères. Donc on peut lui préciser, ça, c'est une chaîne de caractères. Et du coup, si on va voir, c'est un peu plus joli. Du coup, si on regarde ce qu'il fait, pour tous les index i, on va vérifier si notre entrée est égale à ce tableau-là, à l'index i, XOR i. Et ensuite, si c'est bon, on incrémente un compteur. Si c'est pas bon, on ne l'incrémente pas. Et c'est ce compteur-là qui nous est retourné à la fin. Donc là, on peut se rendre compte assez vite que il faut que ce check soit vérifié pour toutes les entrées de boucle pour qu'on ait gagné. Du coup, là, pour le reverse, c'est pas très compliqué. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est récupérer tout le tableau. Hop, et l'envoyer dans du code. Et ce que j'aime bien, c'est le Python. Donc, on va faire ça en Python. Donc là, je vais virer tout ça. C'était ce que j'avais fait à la fois précédente. Donc, on copie tout le tableau. Donc là, Python, il est pas content parce que les points-virgules, il est pas fan. Mais on peut lui virer les points-virgules. Ça, c'est pas un souci. Pareil, il y a des espaces dont il est pas fan, donc on peut virer les espaces aussi. Notre tableau, faut qu'il soit initialisé, donc on l'initialise au début. Lequel 88 est égal à un tableau avec n'importe quoi,
et il faut qu'il soit assez grand, donc on met une taille plus grande et puis tout se passe bien. Et ensuite, il va juste falloir réimplémenter la boucle dans le programme original. Donc pour ça, on va faire un for i in range qui parcourt toute la boucle. Donc la boucle, elle va de 0 à 0x1e, donc in range 0x1e. Et donc là, on peut afficher l'opération inverse. Il n'y a même pas tellement d'opération inverse, on va juste afficher ce calcul-là. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on lui donne en entrée. Donc là, c'est 88 à l'index i, XOR i. Donc local 88 à l'index i, XOR i. Hop. Et donc là, on peut afficher tout ça. Et quand on a l'habitude de DCTF ou même l'habitude de manipuler des données en général, on se rend compte que tout ça, ça ressemble drôlement à de l'ASCII. Donc on peut directement convertir notre sortie en ASCII avec CHR. Donc là, si on le relance, on a une super chaîne de caractères, et on peut virer les backslash n à la fin, comme ça va être tout joli. Et voilà. Donc là, on a récupéré le flag. Donc si on lance le programme avec ce password-là, il va nous dire qu'on a gagné. Ok. Donc, tout ça, c'était pour de l'analyse statique. Là, le but de l'analyse statique, c'est de comprendre ce que fait un binaire sans avoir à le lancer. Mais de temps en temps, on va aussi avoir besoin de lancer un binaire et l'arrêter à des endroits stratégiques pour pouvoir analyser la mémoire à certains endroits stratégiques. Parce que typiquement, quand un binaire commence à être trop gros, s'il fait des calculs compliqués, qui sont compliqués à reverse, et l'analyse statique, ça peut être une bonne idée. Dynamique, ça peut être une bonne idée. Donc pour l'analyse dynamique, les débogueurs les plus utilisés, ça va être GDB, EDB ou OliDBG. Alors moi je conseille GDB parce que c'est celui qui est le plus disponible, il n'est pas très dur à prendre en main une fois qu'on a les différentes commandes de base, et il est souvent disponible sur les serveurs. Donc moi c'est celui que j'utilise en préférence. Et donc là j'ai mis une petite cheat sheet de comment ça fonctionne GDB. Donc la première chose qu'on veut faire souvent, c'est de regarder le code assembleur. Donc pour ça, on fait un disas de la fonction qu'on veut désassembler. Et donc là, c'est pour ça qu'on va être content de savoir lire de l'assembleur, parce que disas va nous afficher toutes les instructions assembleur de la fonction. Et comme ça, si on sait lire de l'assembleur, on va savoir où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on veut s'arrêter, on va placer ce qu'on appelle un breakpoint, qui va permettre de faire arrêter le programme dans son exécution. Donc pour ça, on va placer un breakpoint, donc soit avec le mot-clé breakpoint, soit avec le raccourci B, et on met étoile l'adresse à laquelle on veut s'arrêter. Donc soit on met l'adresse en clair, soit on met à main plus quelque chose, je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, on va vouloir lancer le binaire. Une fois qu'on a placé tous nos breakpoints, on va vouloir lancer le binaire, et donc pour ça, c'est run ou R. Donc je ne l'ai pas affiché ici, run. Donc on lance le binaire, et il va tomber sur notre breakpoint. Une fois qu'il est tombé dessus, on va vouloir afficher des trucs. Donc le premier truc souvent qu'on va afficher, c'est les registres. Donc typiquement, ça se fait avec info-register ou info-R en raccourci. Donc ça va nous afficher la liste de tous les registres et ce qu'ils contiennent. On peut aussi avoir envie d'afficher le contenu de la mémoire. Donc pour ça, on fait un x/x et l'adresse mémoire qu'on veut regarder. Ou alors, si on veut regarder le contenu de la mémoire pointé par un registre, c'est x/x avec $, le nom de notre registre. Donc là, je vais vous faire un exemple. Si je fais hop et que je lance gdb win, je dois avoir win-win. Ok. Donc,
s'il veut bien se lancer, on va pouvoir faire un disas du main. Alors pareil, disas main, ça sous-entend que notre programme, il n'a pas été strippé. Donc là, si on fait un disas du main, il nous affiche toutes les instructions assembleurs du main. Donc là, par exemple, on pourrait aller mettre un breakpoint juste ici, avant de sauter dans la fonction vuln, pour voir les paramètres passer à vuln, pour voir l'état de la stack, pour plein d'autres raisons. Et donc là, on peut mettre un breakpoint, donc soit sur main plus 23, parce que là, on nous affiche que c'est plus 23, soit directement avec l'adresse. Donc là, on peut mettre notre breakpoint et lancer le programme. Donc le programme, il va se lancer, et normalement, il va tomber sur notre breakpoint. Donc pof, on est tombé sur notre breakpoint. Donc là, on se trouve ici. Et à partir de là, on peut afficher tout ce qu'on veut. Donc info R pour avoir la liste des registres avec tout ce qui pointe. Si on veut afficher la dernière valeur à avoir été mise sur la stack, on affiche ce qui est pointé par RSP. Si on veut afficher la valeur qui a été mise sur la stack avant, ça va être sur RSP plus 4. Ok. Plus 8, pardon. Enfin, ça dépend ce qui est stocké sur la stack, mais voilà. Donc, on peut tout afficher. On peut aussi afficher des adresses. Donc là, typiquement, si on veut afficher ce qu'il y a dans la stack, on peut afficher cette adresse-là. Donc on tombe bien sur la même chose. Ok, du coup, maintenant, ça va être à vous de bosser. Pareil, dans le même repo que tout à l'heure, il y a un dossier dynamique, et dedans, il y a un exercice 1. Dans cet exercice-là, le programme demande un mot de passe à l'utilisateur. Ensuite, il déchiffre le flag et il compare ce qu'on a donné avec le flag. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment dans le programme où le mot de passe est en clair dans la mémoire. L'objectif, c'est de s'arrêter au bon endroit pour essayer de voir ce mot de passe-là. Alors, je vous invite pareil à faire pause si vous voulez tester, et sinon, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais aller dans mon truc, dynamique. Donc là, on a exercice 1. Et si je lance je vais déjà vous montrer à quoi il ressemble. Exercice 1, comme ça. Donc, on a une première chaîne de caractères qui nous est affichée. Ensuite, une deuxième qui nous demande un mot de passe. On lui donne un mot de passe. Et il fait ses vérifications. Donc, on va pouvoir aller voir dans GDB à quoi ça ressemble. Donc, par habitude, un petit disas main pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, je vais agrandir un peu. Et donc là, le programme est assez simple pour qu'on comprenne ce qui se passe rien qu'en regardant les appels de fonction. Parce que si on regarde juste les appels de fonction, on a un setBuf qui ne va pas nous intéresser ici. Là, on a un put qui correspond à la première chaîne de caractères qui est envoyée. On a un printf qui correspond à la deuxième chaîne de caractères envoyée. Et ensuite, on a un read. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il récupère le mot de passe. Alors, si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller essayer de trouver où est-ce qu'est stocké notre mot de passe en mémoire, en allant regarder quels sont les paramètres de read. Et, parce que du coup, les paramètres de read, ça va être un emplacement en mémoire, et donc c'est là que va être stocké le mot de passe. Une fois qu'il a fait son read, il fait plein de trucs, et il appelle la fonction decryptFlag. Donc là, on se doute que là, on va récupérer le flag en clair. Surtout qu'après, il fait un strcompare. Donc là, il va faire sûrement un strcompare entre le flag décrypté et ce qu'on lui a donné. Donc ce qui peut être une bonne idée pour trouver le flag directement, ça serait de s'arrêter ici et de regarder les paramètres qui sont passés à la fonction. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre un breakpoint sur main plus 170. On va lancer notre programme. Il nous demande un mot de passe, donc on met n'importe quoi. Et donc là, on est tombé sur notre breakpoint.
Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, là on est sur un programme en 64 bits, donc si je veux trouver les paramètres de la fonction, ils sont dans les registres que j'ai donnés tout à l'heure. Donc on peut afficher ce qu'il y a dans ces registres-là, donc RDI et RSI. Et donc là c'est pareil, un œil averti verra que ça ressemble globalement à de l'ASCII, donc une chaîne de caractères. Et donc là, avec GDB, je peux afficher une chaîne de caractères avec x/s, donc $RDI, ça nous affiche un flag, et $RSI, ça nous affiche ce qu'on a donné au programme. Et donc là, on a trouvé le flag. Donc, si on relance le programme et qu'on lui donne ce flag-là, normalement, il nous dit qu'on a gagné. Et voilà. Donc, avec l'analyse dynamique, ça permet de faire des choses qui sont compliquées en analyse statique, parce que là, typiquement, ce flag-là, je l'ai déchiffré en AES. Du coup, s'il fallait se taper le déchiffrement AES en analyse statique, c'est pas hyper user-friendly. Et en plus, comme cette chaîne de caractères elle était chiffrée, et si on fait un strings sur le binaire, et elle apparaît pas. Ok, donc là, on s'est placé dans la version facile, où il n'y a pas de protection particulière qui a été appliquée sur les binaires. Parce que du coup, il y a des moyens de mettre des protections pour que ça soit plus compliqué de reverse le binaire. Donc déjà, on va avoir des protections d'ordre général. La première, ça va être d'ajouter du code inutile. Donc rajouter des fonctions qui font plein de trucs compliqués, mais concrètement qui font rien d'utile. Donc le reverseur, il va s'amuser à reverse toutes les fonctions et se rendre compte que ça sert à rien, et on va espérer qu'il jette l'éponge. Donc souvent, ça va être utilisé dans des malwares, parce que comme c'est quelque chose qui va alourdir le code et qui va augmenter le temps d'exécution, on évite de faire ça sur des binaires de production. Par contre, c'est beaucoup utilisé dans des malwares. L'autre chose qui est souvent faite, c'est le chiffrement des chaînes de caractères, parce que quand on va reverse, on va beaucoup s'appuyer sur les logs, et donc les chaînes de caractères qui nous indiquent sur ce que le programme est en train d'essayer de faire. Mais du coup, si ces chaînes-là elles sont chiffrées, c'est un peu plus compliqué de faire le reverse. Et la troisième chose, ça va être le stripping de binaire. Donc comme on a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas les noms des fonctions, ça peut être un peu plus compliqué. Ensuite, on a des protections qui vont être différentes en fonction de l'analyse statique ou dynamique. Donc déjà en analyse statique, une protection qu'on peut mettre en place, c'est d'utiliser des langages bizarres, ou typiquement des langages objets. Parce que les langages objets, c'est assez moche à reverse. Je vous invite à faire un programme en C++ qui utilise des objets ou alors des programmes en Rust, et vous verrez que Ghidra a un peu plus de mal, c'est assez moche et c'est un peu plus chiant à reverse. Donc rien que le fait d'utiliser un langage objet fait que ça va décourager pas mal de reverseurs. Et dans le même objectif, on peut aussi utiliser du bytecode, donc soit un langage interprété, soit on crée son propre bytecode, donc ça permet de complexifier l'analyse statique. Et sinon, on peut avoir des protections contre l'analyse dynamique. Donc la première, qui est facile à mettre en place, c'est de vérifier si le binaire est analysé. Parce que typiquement, quand on lance un binaire dans GDB, il est dans un contexte d'exécution qui est assez spécial, et le binaire peut vérifier s'il est analysé. Donc typiquement, pour ceux qui ont l'habitude de faire du C, ça se fait avec la fonction ptrace pour vérifier si on a un debugger attaché. Et l'autre manière de complexifier l'analyse dynamique, c'est de rajouter des sigtraps. Parce que sigtrap, c'est ce qui est rajouté par GDB quand on veut faire des breakpoints.
Donc quand on en rajoute plein dans le code, ça change rien quand on lance le binaire normalement. Par contre, si on le lance dans un debugger, on va se retrouver avec des breakpoints de partout dans le programme. Donc ça peut être assez embêtant pour faire le reverse. Et ensuite, pour aller plus loin, donc ça c'est tout plein de sujets liés au reverse que on pourra aborder sur des prochains workshops si ça vous chauffe. Donc là, je vais juste vous présenter un peu les différentes choses. Donc le fuzzing, c'est une technique de reverse où on va balancer plein d'entrées au binaire et on va regarder à quel moment est-ce qu'il plante avec cette entrée-là. S'il plante, à quel moment il plante, et s'il plante pas, où est-ce qu'il est passé dans le binaire, dans quelle fonction il est passé. Donc pour ça, il y a plusieurs fuzzers qui existent. Donc les plus connus, c'est AFL ou Jazzer. Et donc voilà, juste ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient une entrée, ils regardent parmi quelles fonctions est passé le binaire. Il envoie une deuxième entrée, il vérifie parmi quelles fonctions il est passé. Et donc ça permet de trouver des bugs, mais aussi ça permet de trouver des... bah oui, c'est ça, c'est des bugs, et donc après, une fois qu'on a ces bugs-là, bah on peut aller regarder si on peut faire du pawn sur le binaire ou plein d'autres trucs. Un peu dans le même principe, mais qui est complètement différent à mettre en place, c'est l'exécution symbolique. L'exécution symbolique, c'est que on va dire au moteur d'exécution symbolique, je veux aller dans cette fonction-là. Et ensuite, le but du moteur, c'est de trouver comment est-ce que je peux faire pour aller dans cette fonction-là. Donc typiquement, ce qu'il va faire, c'est, si je veux aller dans cette fonction-là, est-ce qu'il y a un check qui me permet d'aller dans cette fonction-là? Si oui, est-ce que j'ai le contrôle sur les paramètres de ce check-là? Si oui, sur la fonction, sur les paramètres que je contrôle, à quoi il faut qu'ils soient égal pour pouvoir passer ce check-là. Et donc, comme ça, il va essayer de trouver quelle est l'entrée qui me permet d'aller dans cette fonction-là. Donc, les deux principaux moteurs d'exécution symbolique, ça va être Anger ou Binsec. Et ensuite, on peut faire de l'émulation. Donc là, ça ressemble beaucoup à l'exécution dynamique, mais ça permet d'aller un peu plus loin en rajoutant des hooks ou en exécutant que certaines fonctions. Donc là, pareil, les deux plus connus, c'est Unicorn ou QEMU. Et le dernier, qui est beaucoup utilisé, c'est les solvers SMT. Parce que typiquement, ce qui est très fréquent en CTF, c'est que notre mot de passe, il va être analysé sous toutes les coutures, par exemple. Il faut que si on additionne tous les octets de notre mot de passe, ça soit égal à telle valeur. Si on additionne tous les octets pairs du mot de passe, ça soit égal à une autre valeur. Donc on va se retrouver comme ça avec tout un système d'équations, et le but du solver SMT, ça va être de trouver le mot de passe qui permet de satisfaire tout ce système d'équations. Donc tout ça, c'est plein de trucs qui sont hyper utiles en reverse, que ça soit pour du CTF ou même pour reverse des binaires en conditions réelles. Et du coup, c'est des trucs que je pense que je proposerai dans les workshops à venir. Donc on aura l'occasion de regarder un peu ça. Alors, n'hésitez pas à venir me voir, m'envoyer un DM s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, si vous voulez aller plus loin sur quelque chose, s'il y a un truc qui marche pas, faut pas hésiter. Et bah sinon, je vais vous remercier d'avoir écouté ce que j'ai pu raconter.